Les eaux troubles de la Dule coulaient lentement à travers l'île en cette matinée brumeuse de février 1848. La ville industrielle s'éveillait dans un concert de sifflets d'usines et de claquements de sabots sur les pavés humides. Les cheminées crachaient déjà leur fumée noire, transformant le ciel en un voile grisâtre qui semblait étouffer les espoirs de ceux qui vivaient dans l'ombre des manufactures textiles. Dominique Leroy s'agenouilla au bord de la rivière, ses mains rougies par le froid plongeant dans l'eau glacée. À 35 ans, son corps massif témoignait d'une vie de labeur, mais aussi de quelque chose de plus sombre que seule elle connaissait. Ses cheveux châtains, tirés en un chignon serré, encadraient un visage marqué par les épreuves, où brillaient des yeux verts d'une intensité troublante. « Encore vous, Dominique » murmura Marguerite Petit, une voisine qui étendait son linge non loin de là. « Vous êtes toujours la première au lavoir ?» Dominique ne leva pas les yeux de sa besogne. Ses mains expertes frottaient vigoureusement un drap souillé contre la pierre lisse du lavoir. L'eau rougeâtre qui s'en échappait se mêlait au courant de la rivière, emportant avec elle des traces que personne ne pouvait identifier. « Le travail ne se fait pas tout seul, » répondit-elle d'une voix rauque, évitant le regard inquisiteur de sa voisine. Marguerite s'approcha, intriguée par l'odeur étrange qui émanait du linge de Dominique. « Qu'est-ce que vous l'avez donc là? Ça sent... » « Ça ne vous regarde pas, » coupa Dominique sèchement, serrant les dents. Le silence retomba entre elles, troublé seulement par le clapotis de l'eau et les bruits lointains de la ville qui s'animait. Dominique continua son travail avec une détermination féroce, comme si sa vie en dépendait. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Lorsque le soleil atteignit son zénith, Dominique rassembla son linge propre dans son grand panier d'osier. Sa démarche était lourde, non seulement à cause du poids qu'elle portait, mais aussi à cause du fardeau invisible qui pesait sur ses épaules depuis tant d'années. Sa maison se dressait rue Saint-Sauveur, une bâtisse étroite et sombre, coincée entre deux autres habitations décrépites. La façade de briques noircie par la suie industrielle ne payait pas de mine, mais elle offrait à Dominique ce dont elle avait le plus besoin, l'intimité. En poussant la porte de bois branlante, elle fut accueillie par l'odeur de tabac froid et d'alcool qui imprégnait les murs. Son époux, Marcel Leroy, était affalé sur sa chaise près de l'âtre éteint, une bouteille de genièvre à demi vide posée sur la table bancale. « Tiens, la grosse est rentrée » marmonna-t-il sans même lever la tête. Ses cheveux gras retombaient devant ses yeux injectés de sang et sa barbe de plusieurs jours était tachée de salive et d'alcool. Dominique ne répondit pas. Elle avait appris depuis longtemps que le silence était sa meilleure défense face aux humeurs de Marcel. Elle monta l'escalier de bois grinçant qui menait à l'étage, chaque marche craquant sous son poids. La chambre était plongée dans la pénombre. Dominique tira les rideaux déchirés pour laisser entrer un peu de lumière grise. Puis avec des gestes méticuleux, elle rangea le linge propre dans l'armoire vermoulue. Ses mains tremblèrent légèrement quand elle aperçut, au fond du meuble, un petit paquet enveloppé dans un tissu blanc. Elle ferma rapidement les portes de l'armoire et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la vie continuait. Les enfants couraient dans les ruelles boueuses, leur rire résonnant entre les murs lépreux. Les femmes bavardaient sur le pas de leur porte, échangeant des ragots et des nouvelles du jour. Mais Dominique savait qu'elle ne faisait pas vraiment partie de ce monde. Elle était une observatrice, une paria qui vivait en marge de la société lilloise. Et elle avait ses raisons pour cela. Un coup violent à la porte d'entrée la fit sursauter. Elle descendit rapidement et ouvrit sur un homme d'une quarantaine d'années, au visage buriné et aux mains calleuses d'ouvrier textile. « Madame Leroy » dit-il en portant respectueusement la main à sa casquette. « Je suis Henri Dubois, contremaître chez Motte Bossu. Votre mari n'est pas venu travailler depuis 3 jours. » Dominique jeta un regard vers Marcel, toujours affalé sur sa chaise, maintenant endormi dans les vapeurs de l'alcool. « Il n'est pas bien, » mentit-elle. « Une mauvaise fièvre. » Henri Dubois plissa les yeux. Il connaissait Marcel Leroy et ses habitudes. « Écoutez, madame, les temps sont durs pour tout le monde.
Les ouvriers parlent de grève, les bourgeois s'inquiètent, et nous n'avons pas les moyens de garder des employés peu fiables. Si Marcel ne reprend pas le travail demain, il sera renvoyé. Je comprends, monsieur Dubois. Il sera là demain, je vous en donne ma parole. L'homme hocha la tête et repartit dans la rue. Dominique referma la porte et s'appuya contre elle, le cœur battant. La perte de l'emploi de Marcel signifierait la misère totale. Mais plus grave encore, cela attirerait l'attention sur leur ménage. Et l'attention était la dernière chose que Dominique pouvait se permettre. Elle retourna vers son mari et le secoua vigoureusement. « Marcel, réveille-toi !» Il ouvrit péniblement les yeux, la regardant d'un air hébété. « Quoi, qu'est-ce que tu veux ? D'un Dubois est passé. Tu vas perdre ton travail si tu n'y retournes pas demain. » Marcel éructa et se gratta le ventre. « Et alors ? De toute façon, ils nous exploitent tous. Avec ce qui se passe à Paris, bientôt les ouvriers prendront le pouvoir. » Dominique serra les poings. Elle avait entendu les rumeurs qui circulaient en ville. Le roi Louis-Philippe vacillait, les révolutionnaires s'agitaient, et même à Lille, l'air sentait la poudre. Mais elle ne pouvait pas se permettre de penser à la politique. Elle avait des préoccupations bien plus immédiates et terrifiantes. « Tu iras travailler demain », dit-elle d'un ton sans appel, qui surprit Marcel par sa fermeté. Il la regarda bizarrement, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois depuis longtemps. « Qu'est-ce qui te prend, la grosse ? Depuis quand tu me donnes des ordres ?» Dominique soutint son regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux verts qui fit reculer Marcel, une détermination froide, presque dangereuse. « Depuis maintenant, » répondit-elle simplement. Le reste de la journée s'écoula dans un silence tendu. Marcel, dégrisé par la fermeté inattendue de sa femme, resta silencieux près de l'âtre qu'il avait fini par rallumer. Dominique vaquait à ses occupations domestiques avec ses gestes mécaniques habituels, mais son esprit était ailleurs. Quand la nuit tomba sur l'île, enveloppant la ville industrielle dans son manteau d'obscurité, Dominique monta se coucher. Marcel était déjà endormi, ronflant bruyamment, empestant l'alcool. Elle s'allongea sur le matelas de paille, fixant le plafond fissuré. Dans l'obscurité de la chambre, elle porta inconsciemment la main à son ventre. Sous la couche de graisse qui dissimulait sa silhouette, quelque chose bougeait, quelque chose qui grandissait, quelque chose qu'elle devrait bientôt faire disparaître comme elle l'avait fait 7 fois auparavant. Les larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. Elle pensa au petit corps enveloppé dans des tissus blancs, caché dans le grenier au-dessus d'eux. 7 secrets, 7 fardeaux qu'elle portait seule. Et bientôt, il y en aurait un 8e. Dehors, le vent faisait claquer les volets et gémir les poutres de la vieille maison. L'île dormait, ignorant les drames qui se jouaient derrière les murs de ses habitations décrépites. La ville industrielle avait ses propres problèmes. Les tensions sociales qui montaient, les rumeurs de révolution qui arrivèrent de Paris, l'incertitude qui planait sur l'avenir. Mais dans la petite maison de la rue Saint-Sauveur, Dominique Leroy vivait son propre enfer, un enfer qu'elle avait construit pierre par pierre, secret par secret, mensonge par mensonge. Elle ferma les yeux et essaya de dormir, mais les images du passé revenaient toujours la hanter. Le visage de son père, mort depuis peu, mais dont l'ombre planait encore sur sa vie. Ses mains brutales, ses yeux avides, sa voix qui murmurait des mots qu'aucune fille ne devrait jamais entendre. Et maintenant, elle portait en elle le fruit de ses nuits d'horreur. Un 8e enfant qu'elle ne pourrait jamais laisser vivre, car sa seule existence témoignerait du secret le plus sombre de sa famille. Dans le grenier au-dessus, 7 petits fantômes semblaient l'observer dans l'obscurité, attendant patiemment que leur nombre s'agrandisse. « D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. » Le lendemain matin, Dominique fut réveillé par les cloches de l'église Saint-Maurice qui sonnaient l'Angélus. La lumière blafarde de février filtrait à travers les rideaux déchirés, projetant des ombres dansantes sur les murs lépreux de la chambre. Marcel était déjà parti, probablement contraint et forcé par la menace de perdre son emploi. Dominique se leva péniblement, son corps lourd protestant contre chaque mouvement. La grossesse était maintenant dans son 7e mois, mais sa corpulence naturelle dissimulait parfaitement son état à tous les regards indiscrets.
Elle descendit à la cuisine et prépara un maigre petit déjeuner composé de pain rassis et de chicorée. Dehors, les bruits de la ville s'intensifiaient, les sabots des chevaux sur les pavés, les cris des marchands ambulants, les sifflets des usines qui appelaient les ouvriers au travail. En buvant sa chicorée amère, Dominique observait la rue par la petite fenêtre crasseuse. Les voisines commençaient déjà à se rassembler devant leurs portes, échangeant les premiers potins de la journée. Elle reconnut Marguerite Petit, qu'elle avait croisée la veille au lavoir, en conversation animée avec Catherine Moreau, la boulangère. « Et je vous dis que cette Dominique Leroy cache quelque chose », chuchotait Marguerite assez fort pour que ses paroles portent dans la rue. « Hier au lavoir, elle lavait du linge qui sentait bizarre, et puis, regardez comme elle vit, toujours enfermée, jamais un mot pour personne. » Catherine hocha la tête d'un air entendu. « Mon Auguste dit qu'elle ne vient même plus à la messe le dimanche. Le père Bertrand s'en inquiète. Et son mari ?» ajouta une troisième voix que Dominique ne reconnut pas. « Marcel Leroy n'est qu'un ivrogne. Qui sait ce qui se passe vraiment dans cette maison ?» Dominique serra les dents et s'éloigna de la fenêtre. Elle savait que les commérages faisaient partie de la vie quotidienne du quartier, mais entendre son nom prononcé avec tant de suspicion la mettait mal à l'aise. Plus que jamais, elle devait faire attention à ne rien laisser transparaître de son terrible secret. Elle monta au grenier par une échelle de bois branlante. L'espace, sous les combles, était exigu et poussiéreux, encombré de vieux meubles et de caisses oubliées. Mais dans le coin le plus sombre, derrière une poutre maîtresse, se trouvaient 7 petits paquets soigneusement enveloppés dans des tissus blancs. Dominique s'agenouilla devant eux, les mains tremblantes. Chaque paquet contenait les restes d'un enfant qu'elle avait porté et fait taire à sa naissance. 7 vies éteintes avant même d'avoir pu pousser leur premier cri. « Pardonnez-moi » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Pardonnez-moi, mes petits anges, mais je ne pouvais pas vous laisser vivre avec cette honte. » Le premier était né il y a presque 20 ans, quand Dominique n'était qu'une jeune fille de 16 ans. Son père, Édouard Moreau, était alors au sommet de sa brutalité. Veuf depuis la mort de sa femme en couche, il avait reporté sur sa fille unique tous ses appétits les plus vils. Les autres avaient suivi, un par un, au fil des années. Chaque fois, Dominique espérait que ce serait le dernier. Chaque fois, elle priait pour que son père trouve la mort ou que la folie l'emporte. Mais Édouard Moreau avait vécu jusqu'à l'âge de 68 ans, ne mourant que l'année précédente d'une pneumonie. Et maintenant, elle portait le 8e fruit de cette union maudite. En redescendant du grenier, Dominique entendit frapper à la porte. Elle ouvrit sur une jeune femme élégamment vêtue, malgré la simplicité de ses habits. Ses cheveux blonds étaient soigneusement tressés et ses yeux bleus brillaient d'une bonté naturelle. « Madame Leroy, je suis Élise de Lobel, de l'œuvre de charité de Saint-Maurice. Le père Bertrand m'envoie prendre de vos nouvelles. » Dominique se raidit. La dernière chose dont elle avait besoin était l'attention de l'Église. « Je vais très bien, mademoiselle. Merci de votre sollicitude. » Élise sourit avec douceur. « Puis-je entrer un moment? J'aimerais m'assurer que vous ne manquez de rien, surtout en ces temps difficiles. » Dominique hésita, puis s'effaça pour laisser passer la jeune femme. Élise examina la maison d'un œil discret mais attentif. Elle remarqua la pauvreté des lieux, l'odeur d'alcool qui imprégnait l'air, et surtout l'air tendu de Dominique. « Votre mari travaille-t-il toujours chez Maude Bossu ?» demanda-t-elle en s'asseyant sur la chaise que lui offrait Dominique. « Oui, mademoiselle. Marcel est un bon travailleur. » Élise hocha la tête, mais ses yeux perçants n'avaient pas manqué la hésitation dans la voix de Dominique. « Et vous? Comment occupez-vous vos journées? » « Je fais la lessive pour quelques familles du quartier. Cela nous aide à joindre les deux bouts. »« C'est louable. Le travail ennoblit l'âme. » Élise marqua une pause, puis reprit. « Vous ne venez plus à la messe dominicale, Madame Leroy. Le père Bertrand s'en inquiète. La foi peut être un grand réconfort dans les moments difficiles. » Dominique détourna le regard. Comment pourrait-elle expliquer qu'elle ne pouvait plus supporter de s'agenouiller devant l'autel, sachant les péchés qu'elle avait commis? Comment pourrait-elle réciter le Notre Père quand elle avait tué ses propres enfants?
J'ai été souffrante ces derniers temps, mentit-elle, mais je prie chez moi. Dieu m'entend aussi bien ici. Élise l'observa attentivement. Il y avait quelque chose dans l'attitude de cette femme qui l'intriguait. Une tristesse profonde, une culpabilité qui semblait la ronger de l'intérieur. « Si vous avez besoin de parler, Madame le Roi, sachez que je suis là. Parfois, partager ses peines avec une âme charitable peut alléger le fardeau. » Dominique sentit les larmes monter à ses yeux, mais elle les refoula. « Merci, mademoiselle de Lobel. Vous êtes très aimable, mais je vais bien, vraiment. » Élise se leva pour partir, mais avant de franchir le seuil, elle se retourna. « Une dernière chose, Madame le Roi. Si vous connaissez des jeunes femmes en détresse, des femmes enceintes, sans ressources, sachez que l'œuvre de charité peut les aider. Nous ne jugeons personne, nous aidons seulement. » Ces mots frappèrent Dominique comme un coup de massue. La jeune femme savait-elle quelque chose? Avait-elle deviné son état? Je n'en connais pas, balbutia-t-elle. Élise hocha la tête et sortit. Dominique la regarda s'éloigner dans la rue, son cœur battant à tout rompre. Cette visite inattendue l'avait profondément troublée. L'après-midi, elle retourna au lavoir sur les bords de la Dule. L'eau était plus froide que la veille, et ses mains rougissaient rapidement au contact de l'élément glacé. Autour d'elle, les commères du quartier continuaient leur bavardage incessant. « Vous avez entendu les nouvelles de Paris ?» demanda Marguerite Petit à la cantonade. « Il paraît que le roi pourrait abdiquer. Mon Pierre dit que les ouvriers de chez Mode Bossu parlent de se mettre en grève, » ajouta Catherine Moreau. « Les temps changent, mes bonnes dames. Les temps changent. » Dominique écoutait d'une oreille distraite. Les révolutions politiques lui semblaient bien dérisoires face au drame personnel qu'elle vivait. Quelle importance pouvaient avoir les rois et les républiques quand on portait en soi le fruit de l'inceste et qu'on avait déjà 7 petits cadavres sur la conscience? Soudain, une douleur fulgurante la traversa. Elle lâcha le linge qu'elle était en train de laver et porta les mains à son ventre. L'enfant bougeait, donnait des coups, comme s'il cherchait à sortir de sa prison de chair. « Madame le roi, ça va ?» s'inquiéta une des lavandières. Dominique se redressa péniblement, le souffle court. « Ce n'est rien, juste une crampe. » Mais elle savait que ce n'était pas rien. Le moment approchait. Dans quelques semaines, peut-être moins, elle devrait à nouveau faire ce qu'elle avait fait 7 fois auparavant. Étouffer les cris, arrêter la respiration, transformer une vie naissante en silence éternel. Elle rassembla précipitamment son linge et rentra chez elle. Dans la rue Saint-Sauveur, elle croisa le père Bertrand, le curé de Saint-Maurice. C'était un homme âgé, aux cheveux blancs et au visage buriné par l'âge et les épreuves. « Dominique, l'appela-t-il. Mademoiselle de Lobel m'a dit qu'elle vous avait rendu visite ce matin. » Dominique s'arrêta, mal à l'aise. « Oui, mon père. C'est une jeune femme très attentionnée. » Le prêtre l'examina de ses yeux perçants. « Vous m'avez l'air fatigué, mon enfant. Êtes-vous sûr que tout va bien ? » « Tout va bien, mon père. Merci de votre sollicitude. Vous savez que la confession peut libérer l'âme des plus lourds fardeaux ?» insista-t-il doucement. Dominique sentit son sang se glacer. « Je n'ai rien à confesser, mon père. » Le père Bertrand hocha lentement la tête. « Nous avons tous quelque chose à confesser, Dominique. C'est la condition humaine. N'hésitez pas à venir me voir si vous en ressentez le besoin. » Il s'éloigna, laissant Dominique seule avec ses pensées troublées. Décidément, tout le monde semblait s'intéresser à elle ces derniers temps. Cette attention soudaine l'inquiétait au plus haut point. Le soir venu, Marcel rentra du travail dans un état moins déplorable que d'habitude. Il avait même apporté un morceau de pain frais et un bout de lard. « Dubois m'a dit que si je me tenais bien, il pourrait m'augmenter », annonça-t-il fièrement. « Les affaires reprennent chez Mode Bossu. » Dominique hocha la tête distraitement. Elle préparait le maigre dîner quand une nouvelle contraction la plia en deux. « Dominique, qu'est-ce qui t'arrive » s'alarma Marcel. Elle se redressa, le visage pâle et les mains tremblantes. « Ce n'est rien, juste la fatigue. » Mais Marcel l'observait avec une attention inhabituelle. Pour la première fois depuis longtemps, il semblait vraiment la voir. « Tu as grossi » constata-t-il soudain. « Encore plus que d'habitude. » Dominique sentit son cœur s'arrêter. C'est l'âge. Les femmes prennent du poids, en vieillissant. Marcel plissa les yeux.
Dans son regard imbibé d'alcool, une lueur de compréhension commençait à poindre. « Dominique, tu n'es quand même pas... »« Pas quoi ?» demanda-t-elle, la voix blanche. « Enceinte? Tu n'es quand même pas enceinte à ton âge ?» Le mot était lâché. Dominique resta figé, incapable de répondre. Dans le silence de la petite cuisine, on entendait seulement le tic-tac de la vieille horloge et le crépitement des bûches dans l'âtre. Marcel se leva brusquement, reversant sa chaise. « Bon sang, tu es enceinte, à 35 ans. Mais de qui? Certainement pas de moi, ça fait des mois que je ne t'ai pas touché. » Dominique recula, terrifié par la colère qui montait dans les yeux de son mari. « Marcel, écoute-moi. »« De qui ?» rugit-il. « De qui est cet enfant ?» Dominique ne pouvait pas répondre. Comment expliquer l'inexplicable? Comment avouer que l'enfant était le fruit d'une union monstrueuse avec son propre père, maintenant mort? « Réponds-moi !» Marcel leva la main, menaçant. « Il est de toi !» mentit-elle désespérément. « Il est de toi, Marcel !» Menteuse! Il la gifla violemment, l'envoyant contre le mur. « Tu me prends pour un imbécile ?» Dominique s'effondra, une main sur sa joue brûlante, l'autre protégeant instinctivement son ventre. Dans ses yeux verts brillait toute la peur et la détresse du monde. « Si cet enfant n'est pas de moi, » gronda Marcel, « je veux savoir qui est le père. Et quand je l'aurai trouvé, il le paiera cher. » Il sortit en claquant la porte, laissant Dominique seul, avec sa terreur. Dans le grenier au-dessus, 7 petits fantômes semblaient pleurer silencieusement, préfigurant le sort du 8e enfant qui allait bientôt voir le jour. Dehors, l'île continuait de vivre, ignorant le drame qui se jouait rue Saint-Sauveur. Mais les murs ont des oreilles, et les secrets les mieux gardés finissent toujours par remonter à la surface. 3 semaines s'écoulèrent, dans une tension croissante. Marcel, obsédé par l'identité du père de l'enfant que portait Dominique, menait sa propre enquête dans les tavernes et les ateliers de l'île. Il interrogeait les voisins, harcelait sa femme de questions, fouillait la maison à la recherche d'indices compromettants. Dominique vivait dans la terreur constante d'être découverte. Son ventre était maintenant si proéminent qu'elle ne sortait plus que la nuit tombée, emmitouflée dans un grand manteau qui dissimulait ses formes. Elle avait cessé d'aller au lavoir et ne recevait plus les visites d'Élise de Lobel, prétextant une maladie contagieuse. Ce soir-là, le 15 mars 1848, l'île était en effervescence. Les nouvelles de Paris avaient enfin atteint la ville industrielle. Louis-Philippe avait abdiqué, la République était proclamée. Dans les rues, les ouvriers chantaient la Marseillaise et les bourgeois se barricadaient chez eux. Dominique était seul. Marcel était parti célébrer la Révolution dans une taverne du quartier Saint-Sauveur. Elle savait qu'il ne reviendrait pas avant l'aube, complètement ivre et probablement accompagné de quelques compagnons de beuverie. Les contractions avaient commencé dans l'après-midi. D'abord espacée, elle se rapprochait maintenant dangereusement. Dominique savait que l'enfant allait naître cette nuit, le 8e enfant de la honte. Elle monta péniblement au grenier pour préparer ce qui allait suivre. Elle avait disposé des linges propres, une cuvette d'eau et surtout un coussin bien rembourré. C'est avec ce coussin qu'elle étoufferait les cris du nouveau-né, comme elle l'avait fait pour les 7 autres. En arrangeant les petits paquets blancs qui contenaient ses victimes précédentes, elle leur murmurait des excuses. « Bientôt, vous aurez un petit frère ou une petite sœur. Pardonnez-moi, mes anges, pardonnez à votre maman de vous faire tant de mal. » Une contraction particulièrement violente la plia en deux. L'enfant voulait sortir. Elle descendit rapidement dans sa chambre et s'allongea sur son lit, mordue par la douleur et l'angoisse. Dehors, les cris de joie et les chants révolutionnaires résonnaient dans les rues. « Aux armes, citoyens !» hurlaient les manifestants. « Quelle ironie !» pensa Dominique. Pendant que la France célébrait sa liberté, elle s'apprêtait à commettre son 8e infanticide. Les heures passèrent dans un cauchemar de souffrance. Dominique serrait les dents pour ne pas crier, se mordant les lèvres jusqu'au sang. Elle ne pouvait pas alerter les voisins, personne ne devait savoir. Vers 3 heures du matin, l'enfant vint enfin au monde.
C'était une petite fille, parfaite et fragile, qui poussa un vagissement plaintif en découvrant le monde froid et hostile où elle venait de naître. Dominique la prit dans ses bras, les larmes coulant abondamment sur ses joues. « Ma petite, ma pauvre petite !» L'enfant la regardait de ses yeux bleus encore voilés, cherchant instinctivement le réconfort maternel. Ses petites mains s'agitaient, ses lèvres cherchaient le sein nourricier. Dominique saisit le coussin qu'elle avait préparé. Il lui suffirait de l'appuyer sur le visage de l'enfant pendant quelques minutes. Et tout serait fini. Le secret serait à nouveau préservé. Mais alors qu'elle approchait le coussin du visage de sa fille, quelque chose l'arrêta. Un bruit. Des pas lourds dans l'escalier. Marcel rentrait plus tôt que prévu. « Dominique !» rugit-il depuis le rez-de-chaussée. « Où es-tu, sale traînée ?» Paniqué, Dominique enveloppa rapidement la nouveau-née dans un linge et la cacha sous son lit. L'enfant, privé de la chaleur maternelle, se mit à pleurer faiblement. Marcel fit irruption dans la chambre, titubant, empestant l'alcool et la sueur. Ses yeux injectés de sang balayèrent sur la pièce. « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Quel bruit ?» mentit Dominique, tentant de masquer ses contractions post-accouchement. On dirait des pleurs de bébé. Marcel s'approcha du lit, l'oreille tendue. Dominique sentit la panique l'envahir. Sous le lit, sa fille continuait de gémir doucement. « Tu es ivre, Marcel. Tu entends des choses. » Mais Marcel, malgré son état d'ébriété, n'était pas dupe. Il se pencha et regarda sous le lit. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur quand il découvrit le petit paquet qui bougeait faiblement. « Mon Dieu !» s'exclama-t-il en reculant. « Mon Dieu, tu as accouché !» Il tira le bébé de sa cachette et l'examina à la lueur de la chandelle. La petite fille était parfaitement formée, belle malgré sa naissance dans la douleur et la honte. « C'est donc vrai !» murmura Marcel, une étrange lucidité perçant soudain les brumes de l'alcool. « Tu étais vraiment enceinte. Mais de qui? De qui est cet enfant ?» Dominique ne répondait pas, recroquevillé sur son lit, épuisé par l'accouchement et terrorisé par la découverte. Marcel berçait maintenant l'enfant avec une tendresse inattendue. « Elle est belle, » dit-il doucement. « Elle a tes yeux, Dominique, tes yeux verts, mais le nez me rappelle quelqu'un. » Il examina plus attentivement le visage du bébé. Soudain, son expression changea. Une pâleur mortelle envahit ses traits. « Non, » chuchota-t-il, « ce n'est pas possible. Marcel, s'il te plaît. »« Oh, ce nez, cette forme du visage !» Marcel regardait alternativement l'enfant et Dominique. « Je connais ces traits. C'est ton père. Cet enfant ressemble à ton père. » Le secret que Dominique avait gardé pendant près de 20 ans venait d'éclater au grand jour. Marcel avait deviné l'impensable vérité. « Édouard Moreau !» hurla-t-il. « Cet enfant est de ton père, ton propre père. » Dominique éclata en sanglots. « Marcel, laisse-moi t'expliquer. »« T'expliquer quoi ?» Il était maintenant debout, tenant toujours l'enfant, mais son visage exprimait un dégoût profond. « Que tu as couché avec ton père, que tu es une... Il ne trouvait pas les mots pour exprimer l'horreur de sa découverte. « Il me forçait !» cria Dominique à travers ses larmes. « Il me forçait depuis que j'avais 16 ans. Je n'ai jamais voulu, jamais. » Marcel la regarda, partagé entre l'horreur et une compassion naissante. « Depuis 16 ans? Mais alors, il y en a eu d'autres? D'autres enfants ?» Le silence de Dominique était plus éloquent que tous les aveux. « Combien ?» demanda Marcel d'une voix blanche. « 7, murmura Dominique. « Il y en a eu 7 autres. »« 7 ? Et qu'est-ce qu'ils sont devenus ?» Dominique ne put répondre. Elle désigna simplement le plafond, vers le grenier. Marcel pâlit encore davantage. Il monta les marches 4 à 4, tenant toujours le bébé. Dans le grenier, à la lueur de sa chandelle, il découvrit les 7 petits paquets blancs. « Mon Dieu !» Il redescendit précipitamment. « Tu les as tous tués ? Je n'avais pas le choix, » sanglota Dominique. Ils étaient le fruit du péché, de l'abomination. Je ne pouvais pas les laisser vivre. » Marcel s'effondra sur une chaise, tenant toujours la nouveau-née qui s'était calmée. Son monde s'écroulait. La femme qu'il avait épousée était une infanticide. Pire encore,
Elle était la victime d'un père incestueux. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il finalement. « Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Qui m'aurait cru? Qui m'aurait aidé ?» Marcel regarda l'enfant dans ses bras. Elle dormait maintenant paisiblement, ignorant le drame qui se jouait autour d'elle. « Et celle-ci ?» demanda-t-il. « Tu comptes faire la même chose ?» Dominique hocha la tête misérablement. « C'est la seule solution. »« Non !» Marcel se leva brusquement. « Non ! Cette fois, c'est différent. Ton père est mort. Le secret peut mourir avec lui. »« Marcel, tu ne comprends pas. »« Si, je comprends. » Il s'approcha d'elle, l'enfant toujours dans ses bras. « Cette petite n'a rien fait de mal. Elle ne mérite pas de mourir pour les péchés de son grand-père. » Dominique le regarda avec stupéfaction. « Tu veux la garder ?»« Oui, nous dirons qu'elle est de moi. Que tu as caché ta grossesse par pudeur dans ces temps troublés, qui ira vérifier ?» Pour la première fois depuis des années, Dominique osa espérer. « Tu ferais ça? Pour moi? Pour elle ?» Marcel hocha la tête. « J'ai été un mauvais mari, Dominique, un ivrogne, un paresseux, mais je ne laisserai pas massacrer un enfant innocent. » Il posa délicatement la petite fille dans les bras de sa mère. « Comment l'appellerons-nous » Dominique regarda sa fille, vivante, respirant bien au chaud contre son sein. « Espérance, » murmura-t-elle. « Elle s'appellera Espérance. » Dehors, l'île continuait de célébrer la Révolution. Les cris de « Vive la République » résonnaient dans les rues. Dans la petite maison de la rue Saint-Sauveur, une autre révolution venait de s'accomplir. Pour la première fois de sa vie, Dominique Leroy avait choisi la vie plutôt que la mort. Mais les secrets ont la vie dure, et l'histoire des 7 petits corps cachés dans le grenier n'était pas terminée. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. 6 mois s'écoulèrent dans un bonheur fragile. La petite Espérance grandissait sous les yeux émerveillés de Dominique, qui découvrait pour la première fois les joies de la maternité. Marcel, transformé par cette nouvelle responsabilité, avait considérablement réduit sa consommation d'alcool et se montrait un père attentionné. Les voisins avaient gobé l'histoire de la grossesse cachée. Dans ces temps révolutionnaires où les nouvelles se succédaient à un rythme effréné, la naissance d'un enfant Leroy n'avait suscité que des félicitations polies et quelques commérages rapidement oubliés. Élise de Lobel était même venue rendre visite à la nouvelle maman, apportant des layettes confectionnées par les dames patronesses de Saint-Maurice. Elle avait trouvé Dominique transformée, rayonnante, presque sereine. « Votre petite fille est adorable », avait-elle dit en berçant Espérance. « Ses yeux verts, si profonds, elle vous ressemble trait pour trait. » Dominique avait souri, serrant tendrement sa fille contre elle. Pour la première fois depuis des années, elle osait croire au bonheur. Mais le passé a une fâcheuse tendance à ressurgir quand on s'y attend le moins. Ce matin du 23 septembre 1848, Dominique était au lavoir, avec Espérance installée dans un couffin à ses côtés. L'enfant gazouillait en regardant les reflets du soleil sur l'eau de la Deule. Les autres lavandières s'extasiaient devant sa beauté et sa bonne humeur. « Un vrai petit ange », disait Marguerite Petit en lui caressant la joue. « Marcel doit être fier comme un pont. » Dominique acquiesçait, le cœur léger. Elle avait presque réussi à oublier les 7 petits fantômes qui hantaient son grenier. Espérance avait apporté tant de lumière dans sa vie qu'elle parvenait à croire que le cauchemar était fini. Mais vers midi, alors qu'elle étendait son linge dans le petit jardin derrière sa maison, elle aperçut des volutes de fumée qui s'élevaient du toit de sa voisine, Madame Bouchard. Un incendie. « Au feu! Au feu !» cria-t-elle en se précipitant dans la rue. Rapidement, tout le quartier s'organisa. Les hommes formèrent une chaîne humaine pour passer les seaux d'eau. Les femmes évacuèrent les maisons voisines, les enfants couraient chercher les pompiers. L'incendie se propageait rapidement. Les vieilles maisons de bois et de torchis s'embrasaient comme des torches. En quelques minutes, 3 habitations étaient en flammes, dont celle de Dominique. « Espérance !» hurla-t-elle en voyant sa maison prise dans les flammes. Marcel, qui était accouru de l'usine, la retint fermement. « Elle est en sécurité. Marguerite l'a emmenée chez elle. » Dominique se débattait, folle d'angoisse.
Mais ce n'était pas seulement pour sa fille qu'elle paniquait. Dans le grenier, les 7 petits corps allaient être découverts. « Il faut que j'y aille !» criait-elle. « Il faut que je récupère mes affaires. »« Tu es folle !» Marcel la serrait plus fort. « Laisse brûler, ce ne sont que des objets. » Mais Dominique savait que ce n'étaient pas des objets. C'étaient des preuves d'un crime terrible qui allait bientôt être révélé au grand jour. Les pompiers arrivèrent enfin, mais il était trop tard. La maison des Leroy n'était plus qu'un brasier. Ils concentrèrent leurs efforts pour empêcher le feu de se propager davantage. Le capitaine des pompiers, un homme barbu et autoritaire nommé Augustin Delcroix, dirigeait les opérations avec efficacité. Évacuer tout le monde, que personne n'approche. Vers le soir, les flammes furent enfin maîtrisées. 3 maisons étaient entièrement détruites, dont celle des Leroy. Les décombres fumants dégageaient une odeur âcre de bois brûlé et de suie. « Nous fouillerons les ruines demain », annonça le capitaine Delcroix. « Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de victimes. » Dominique sentit son sang se glacer. Demain, il découvrirait les restes des 7 enfants. Son secret allait être révélé. Cette nuit-là, hébergé chez les petits avec sa famille, Dominique ne dormit pas. Elle berçait espérance en pensant à ce qui l'attendait. Dans quelques heures, toute la ville de Lille connaîtrait son terrible secret. Marcel, qui avait remarqué son état d'agitation extrême, vint s'asseoir près d'elle. « Dominique, qu'est-ce qui te tracasse tant? Nous sommes vivants, Espérance va bien. Nous reconstruirons. »« Marcel, murmura-t-elle, demain, ils vont fouiller les décombres. » Marcel comprit immédiatement. Les 7 petits corps du grenier. Mon Dieu, j'avais oublié. Ils vont les trouver. Et alors? Écoute-moi bien, dit Marcel en lui prenant les mains. Nous dirons la vérité. Une partie de la vérité. Que ton père t'a violé, que tu as eu des enfants mort-nés, que tu as cachés par honte. Nous ne dirons rien sur ce que tu as fait. Hein? Tu crois qu'ils nous croiront? Il le faudra bien. Ton père est mort. Il ne peut plus témoigner. Et qui pourrait imaginer le reste? Le lendemain matin, comme prévu, les pompiers et la police commencèrent à fouiller les décombres. Dominique et Marcel se tenaient à distance, observant avec angoisse les hommes qui retournaient chaque pierre, chaque poutre calcinée. Vers midi, un cri s'éleva des ruines. « Capitaine, venez voir !» Augustin Delcroix accourut vers l'endroit où se trouvait autrefois le grenier. Un de ces hommes tenait dans ses mains quelque chose de petit et blanc. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda le capitaine. « On dirait des ossements humains, capitaine, des ossements de bébé. » Un murmure d'horreur parcourut la foule qui s'était rassemblée. Delcroix examina attentivement la découverte. « Continuez à fouiller, » ordonna-t-il, méthodiquement, « et que quelqu'un aille chercher le commissaire Moreau. » Les fouilles se poursuivirent sous les regards horrifiés des habitants du quartier. Un à un, les restes des 7 enfants furent exhumés des décombres. 7 petits squelettes, certains encore enveloppés dans des lambeaux de tissu blanc. « Seigneur Dieu !» s'exclama Marguerite Petit. « 7 bébés! Qui a pu faire une chose pareille ?» Tous les regards se tournèrent vers Dominique et Marcel. Le commissaire Moreau, un homme sec et méticuleux, s'approcha d'eux. « Monsieur et Madame Leroy, dit-il d'une voix grave, j'ai le regret de vous informer que vous êtes en état d'arrestation. »« Attendez, intervint Marcel, laissez-moi vous expliquer. » Mais Dominique le devança. « Non, Marcel, c'est à moi de parler. » Elle s'avança vers le commissaire, Espérance dans ses bras. « Ces enfants étaient les miens, » déclara-t-elle d'une voix claire qui porta dans le silence de mort qui s'était abattu sur la foule. « Vos enfants ?» répéta Moreau, incrédule. « Oui, mes enfants, mais pas de Marcel. » Un murmure scandalise parcourut l'assemblée. Marcel lui prit le bras. « Dominique, ne dis rien. »« Si, Marcel, il faut que je dise la vérité, toute la vérité. » Elle regarda le commissaire droit dans les yeux. « Ces enfants étaient de mon père, Édouard Moreau. Il abusait de moi depuis mes 16 ans. Ces enfants sont nés et sont morts de honte et de maladie. Je les ai cachés au grenier parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. » La foule explosa, les femmes se signaient, les hommes juraient, les enfants pleuraient sans comprendre. « Menteuse !» cria quelqu'un. « Infanticide !»« À mort !» hurla un autre.
Le commissaire leva la main pour réclamer le silence. « Madame le roi, vous reconnaissez donc être la mère de ces 7 enfants ?»« Oui. Et vous reconnaissez les avoir éliminés ?» Dominique hésita. C'était le moment de vérité. Elle pouvait mentir, dire qu'ils étaient morts, naturellement. Mais elle était fatiguée de mentir, fatiguée de porter seule ce fardeau. « Oui, dit-elle simplement, je les ai tués. » La foule rugit de rage. Il fallut l'intervention de plusieurs gendarmes pour empêcher un lynchage. Dominique fut emmené, espérant s'arracher de ses bras et confié à Élise de Lobel. « Dominique !» criait Marcel en tentant de la suivre. « Dominique !» Mais déjà, la voiture de police emportait celle qui venait d'avouer l'un des crimes les plus horribles de l'histoire de l'île. Dans la rue Saint-Sauveur, au milieu des décombres fumants, 7 petits squelettes témoignaient silencieusement de 20 années d'horreur et de silence. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton Merci en forme de cœur afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Le procès de Dominique Leroy s'ouvrit le 15 novembre 1848 devant la cour d'assises du Nord, à Douai. L'affaire avait fait sensation dans toute la région. Les journaux de Paris eux-mêmes s'étaient emparés de l'histoire, titrant sur « L'ogresse de l'île » ou « La Médée du Nord ». La salle d'audience était bondée. On était venu de toute la région pour voir celle qu'on surnommait déjà la tueuse d'enfants. Dans la foule, on reconnaissait des notables, des bourgeois curieux, mais aussi des ouvriers venus de l'île qui réclamaient justice. Dominique apparut dans le box des accusés, amaigri par 4 mois de prison. Ses cheveux châtains avaient grisonné prématurément et ses yeux verts, autrefois si intenses, semblaient éteints. Elle portait une robe noire simple que lui avait apportée Élise de Lobel, la seule personne à lui rendre régulièrement visite en prison. Le président du tribunal, maître Adolphe Delettre, était un homme âgé à la réputation d'intégrité. Il ouvrit les débats d'une voix solennelle. « Dominique Leroy, né Moreau, vous comparaissez devant cette cour pour répondre de 7 chefs d'accusation d'infanticide. Reconnaissez-vous avoir donné la mort à 7 nouveau-nés entre 1829 et 1847 ?» Dominique se leva péniblement. « Oui, monsieur le président. » Un murmure parcourut l'assistance. Malgré les aveux déjà publics, entendre cette confession dans l'enceinte solennelle du tribunal faisait frissonner. « Pouvez-vous expliquer à la cour les circonstances de ces actes ?» Dominique prit une profonde inspiration. « Monsieur le Président, ces enfants étaient le fruit de l'inceste. Mon père, Édouard Moreau, abusait de moi depuis l'âge de 16 ans. Chaque grossesse était pour moi un calvaire. Je ne pouvais pas laisser vivre ces enfants. De la honte. » L'avocat général, maître Gustave Delannoy, se leva aussitôt. « Objection, monsieur le Président. L'accusé tente de justifier l'injustifiable. Même si ces faits d'inceste étaient avérés, rien ne peut excuser le meurtre de 7 innocents. »« L'objection est retenue, » déclara le président. « Madame le roi, cette cour n'est pas là pour juger les actes de votre défunt père, mais les vôtres. Comment procédiez-vous pour éliminer ces enfants ?» Dominique vacilla. Revivre ces moments était un supplice. Je les étouffais. Avec un coussin, ils ne souffraient pas longtemps. Des cris d'horreur s'élevèrent dans l'assistance. Une femme s'évanouit. Le président réclama le silence. « Et où cachiez-vous les corps ?»« Dans le grenier de ma maison, enveloppés dans des linges propres. Je leur parlais parfois. Je leur demandais pardon. » Le procureur reprit la parole. « Messieurs les jurés, vous avez devant vous un monstre, une femme qui a tué de sang-froid 7 enfants innocents. Peu importe les circonstances de leur conception, ces bébés avaient le droit de vivre. » L'avocat de Dominique, maître Henri Blancard, un jeune homme idéaliste commis d'office, tenta de plaider les circonstances atténuantes. « Messieurs les jurés, ma cliente est certes coupable des faits qui lui sont reprochés, mais regardez-la. Cette femme a vécu un calvaire que nous ne pouvons même pas imaginer. Violée par son propre père pendant des années, abandonnée de tous, elle a été contrainte de porter les fruits de cette abomination. Ce ne sont que des excuses, tonna l'avocat général. D'autres femmes ont subi des violences sans pour autant devenir infanticides. Les témoins se succédèrent à la barre. Marcel témoigna en faveur de sa femme, expliquant sa transformation depuis la naissance d'Espérance.
Élise Delobel évoqua la souffrance qu'elle avait perçue chez Dominique lors de leur rencontre. Mais le témoignage le plus accablant vint de Marguerite Petit, la voisine. « Cette femme m'a toujours fait peur », déclara-t-elle. « Elle avait quelque chose de malsain, et ces linges qu'elle lavait à la rivière, avec cette odeur bizarre, maintenant je comprends, c'était du sang, le sang de ses victimes. » Le père Bertrand tenta de témoigner en faveur de l'accusé. « J'ai connu Édouard Moreau, dit-il. C'était un homme dur, violent. Il est plausible qu'il ait abusé de sa fille. Cette femme est plus une victime qu'une criminelle. » Mais l'avocat général balaya ses arguments. « Messieurs les jurés, ne vous laissez pas attendrir. Cette femme a tué 7 enfants. 7. Elle les a étouffés de ses propres mains. Aucune circonstance ne peut excuser de tels actes. » Le moment le plus poignant du procès survint quand on apporta Espérance dans la salle d'audience. L'enfant, maintenant âgé de 8 mois, était devenue une petite fille robuste et souriante sous la garde d'Élise Delobel. En voyant sa fille, Dominique s'effondra en larmes. « Ma petite Espérance !» L'enfant tendit les bras vers sa mère, gazouillant joyeusement. La scène émut toute l'assistance, y compris certains jurés qui essuyèrent discrètement leurs yeux. « Regardez cet enfant !» plaida maître Blancard. « Regardez comme elle aime sa mère. Dominique Leroy a su épargner cette petite fille. Elle a choisi la vie plutôt que la mort. Cela ne prouve-t-il pas qu'elle n'est pas le monstre que l'on décrit ?» Mais l'avocat général retourna l'argument. « Cet enfant est la preuve vivante que l'accusé avait le choix. Elle aurait pu épargner les 7 autres. Son crime n'en est que plus odieux. » Dans son réquisitoire final, maître Delannoy fut impitoyable. « Messieurs les jurés, vous devez envoyer un message clair. Dans notre société civilisée, on ne tue pas les enfants, quelles que soient les circonstances. Je requiers la peine de mort contre Dominique Leroy. » La plaidoirie de la défense fut bouleversante. Maître Blancard évoqua l'enfer qu'avait vécu sa cliente, la solitude de sa souffrance, l'absence totale de soutien de la société. « Messieurs les jurés, cette femme a été violée, brutalisée, humiliée pendant des années. Elle a porté et mis au monde les enfants de son bourreau. Dans sa détresse, elle a pris les mauvaises décisions. Certes, mais qui peut lui jeter la première pierre ? Qui peut dire qu'il aurait agi différemment dans de telles circonstances ?» Le jury se retira pour délibérer. Dans Douai, la foule attendait le verdict. Certains réclamaient la mort, d'autres la clémence. Après 6 heures de délibération, le jury rendit son verdict. Dominique Leroy était déclaré coupable d'infanticide, mais avec circonstances atténuantes. La cour la condamnait aux travaux forcés à perpétuité. En entendant le verdict, Dominique s'effondra. Ce n'était pas la mort, mais c'était la fin de sa vie. Elle ne reverrait jamais grandir Espérance. Avant d'être emmenée, elle fut autorisée à embrasser une dernière fois sa fille. Élise Delobel s'approcha avec l'enfant dans ses bras. « Prends soin d'elle », murmura Dominique à travers ses larmes. « Dis-lui que sa maman l'aimait. Dis-lui qu'elle était ma lumière dans les ténèbres. »« Je vous le promets », répondit Élise, elle aussi en larmes. Dominique fut emmenée vers la prison de Loos, près de Lille, où elle passerait le reste de ses jours. Dans la voiture cellulaire qui l'emportait, elle regardait une dernière fois la campagne du Nord qu'elle ne reverrait jamais. Marcel, qui avait assisté à tout le procès, prit une décision qui surprit tout le monde. Il demanda à adopter officiellement Espérance et à lui donner son nom. L'enfant grandirait donc sous le nom d'Espérance Leroy, ignorant tout de ses terribles origines. Élise Delobel, qui s'était attachée à la petite fille, devint sa marraine et veilla sur son éducation. Espérance grandit dans l'amour et la sécurité, loin du drame qui avait marqué ses premiers mois de vie. Dominique vécut encore 15 ans en prison. Elle mourut en 1863, emportant avec elle le souvenir de ses 7 petits fantômes et l'amour infini qu'elle portait à la seule enfant qu'elle avait laissé vivre. L'affaire Dominique Leroy marqua profondément la société lilloise du XIXe siècle. Elle souleva des questions sur la condition féminine, l'inceste et l'abandon dans lequel se trouvaient les victimes de violences familiales. Aujourd'hui encore, dans les archives de Lille, le dossier de cette femme témoigne d'un drame humain où se mêlent horreur et compassion,
crime et victimisation, dans une époque où les femmes n'avaient guère de recours face à la violence masculine. Espérance Leroy grandit pour devenir une femme respectée de la bourgeoisie lilloise. Elle se maria, eut des enfants et mourut paisiblement en 1920 sans jamais connaître la véritable histoire de sa naissance. Car parfois, le silence est plus miséricordieux que la vérité. Dans le cimetière de Lille, une petite tombe porte cette simple inscription. Dominique Leroy, 1813-1863. Que Dieu ait pitié de son âme. Personne ne vient plus la fleurir, mais les vents du Nord murmurent encore l'histoire de cette femme qui porta seule le poids de secrets trop lourds pour une âme humaine. L'incendie qui révéla son terrible secret avait détruit sa maison, mais il avait aussi libéré la vérité. Une vérité sombre, terrifiante, mais qui permit enfin à Dominique de confesser ses péchés et peut-être dans ses derniers moments de trouver un semblant de paix. Car au-delà de l'horreur de ses actes, Dominique Leroy reste le symbole tragique d'une époque où les femmes victimes de violences n'avaient d'autre recours que le silence et la honte. Son histoire, terrible et bouleversante, nous rappelle que derrière chaque crime se cache parfois une victime, et que la justice humaine ne peut pas toujours saisir toute la complexité du drame humain. Qu'avez-vous pensé de l'histoire ? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar. 60 ans après la mort de Dominique Leroy, un jeune historien nommé Paul Dufresne menait des recherches sur les archives criminelles de Lille. En 1923, alors qu'il épluchait les dossiers poussiéreux de la préfecture, il tomba sur l'affaire qui avait secoué la ville en 1848. Intrigué par cette histoire extraordinaire, il décida de mener une enquête approfondie. Il interrogea les derniers témoins encore vivants, consulta les registres paroissiaux et reconstitua patiemment la vie de cette femme que l'histoire avait voulu oublier. C'est ainsi qu'il découvrit qu'Espérance Leroy, devenue Madame Espérance Delcourt par son mariage, vivait toujours dans un élégant hôtel particulier du quartier Saint-Maurice. Âgée de 75 ans, c'était désormais une respectable grand-mère qui présidait plusieurs œuvres de charité. Paul Dufresne hésita longtemps avant de la contacter. Avait-il le droit de remuer un passé si douloureux? Finalement, la soif de vérité l'emporta. Il se présenta chez elle un après-midi d'automne. Espérance Delcourt le reçut dans son salon bourgeois, entouré de portraits de famille et de souvenirs d'une vie bien remplie. C'était une femme élégante aux cheveux blancs, dont les yeux verts rappelaient étrangement ceux de sa mère. « Monsieur Dufresne, dit-elle après avoir écouté les explications du jeune homme, je me doutais qu'un jour, quelqu'un viendrait me parler de tout cela. Vous saviez » s'étonna l'historien. « Pas tout. Mais assez pour comprendre que mes origines étaient particulières. Marcel Leroy, que j'ai toujours considéré comme mon père, m'a révélé une partie de la vérité avant sa mort. Il m'a dit que ma mère biologique avait été victime de violences terribles et qu'elle avait payé cher ses erreurs. Elle se leva et se dirigea vers un secrétaire d'acajou. Elle en sortit une lettre jaunie qu'elle tendit à Paul. « Élise Delobel, ma marraine, m'a laissé ceci avant sa mort. Elle m'avait fait promettre de ne l'ouvrir qu'après mes 60 ans. » Paul déplia la lettre avec précaution. L'écriture soignée d'Élise Delobel racontait toute l'histoire. L'inceste, les infanticides, le procès, mais aussi l'amour immense que Dominique portait à sa fille. « Votre mère vous aimait plus que tout au monde », était-il écrit. « Vous étiez sa lumière dans les ténèbres. Elle a choisi de vous laisser vivre parce qu'elle espérait que vous pourriez connaître le bonheur qu'elle n'avait jamais eu. Ne la jugez pas trop sévèrement. Elle était plus victime que coupable. » Espérance essuya une larme. « Pendant toutes ces années, j'ai vécu dans le doute. Maintenant je sais. Ma mère était une femme brisée qui a fait des choix terribles, mais elle m'a donné la vie quand elle aurait pu me l'ôter. Que comptez-vous faire de cette vérité ?» demanda Paul. « Rien, » répondit-elle fermement. « Cette histoire doit rester enterrée. Mes enfants et mes petits-enfants n'ont pas besoin de porter ce fardeau.
Certains secrets sont faits pour mourir avec ceux qui les portent. Paul Dufresne respecta cette volonté. Il referma son dossier et n'en parla jamais. Ce n'est qu'à sa mort, en 1967, que ses héritiers découvrirent ses notes et décidèrent de les déposer aux archives départementales. Aujourd'hui, l'histoire de Dominique Leroy repose dans les cartons poussiéreux des archives du Nord. Parfois, un étudiant en histoire ou un généalogiste curieux tombe sur ce dossier et découvre avec stupéfaction cette tragédie oubliée. La rue Saint-Sauveur existe toujours à Lille, mais elle a été entièrement reconstruite. Là où s'élevait autrefois la maison de Dominique Leroy, se dresse maintenant un immeuble moderne. Personne ne se souvient de l'incendie de 1848, ni des secrets terribles qu'il a révélés. L'église Saint-Maurice accueille toujours les fidèles, et dans son cimetière, quelques tombes du XIXe siècle témoignent encore de cette époque révolue. Mais la tombe de Dominique Leroy a disparu depuis longtemps, effacée par le temps et l'oubli. Seule la Dule continue de couler paisiblement à travers l'île, emportant dans ses eaux les secrets et les drames d'autrefois. Et parfois, quand le vent souffle fort dans les rues de la vieille ville, on peut presque entendre l'écho lointain d'une berceuse qu'une mère chantait autrefois à l'enfant qu'elle avait choisi de laisser vivre, car l'amour, même né dans l'horreur, peut parfois triompher de la mort. Et Espérance, l'enfant de la honte devenue femme respectée, fut peut-être la plus belle revanche de Dominique Leroy sur un destin qui ne lui avait jamais fait de cadeau. L'histoire se termine là, sur cette note d'espoir au milieu de tant d'obscurité. Dominique Leroy, la femme aux 7 secrets, avait finalement réussi à briser le cycle de la violence, en offrant à sa fille la chance d'une vie normale et heureuse. Et dans les brumes du temps, 7 petits fantômes peuvent enfin reposer en paix, sachant que leur sacrifice n'a pas été vain puisqu'il a permis à leur petite sœur de connaître l'amour et la lumière qu'eux n'ont jamais eus.